Au cœur du désert où la chaleur déforme l'horizon et où chaque silhouette peut annoncer une embuscade, un équipage britannique s'apprêtait à réaliser l'un des actes les plus incroyables jamais accomplis dans l'histoire des blindés. Aucun soldat présent dans la région n'aurait pu imaginer qu'un seul tir, effectué à une distance considérée comme totalement impossible, allait transformer un simple duel mécanique en un événement monumental qui bouleverserait toutes les armées du monde. À cet instant précis, la guerre du Golfe n'était plus seulement une vaste opération internationale. Elle devenait le théâtre d'un exploit qui dépasserait tout ce que l'on croyait réalisable avec un canon de char d'assaut. Lorsque le conflit éclata après l'invasion du Koweït, une coalition sans précédent fut constituée sous la direction des États-Unis. Plus de 35 nations rallièrent l'opération, déterminées à freiner les ambitions de l'Irak et de son dirigeant. Les forces britanniques, parmi les plus proches alliés de Washington, envoyèrent des troupes de toutes leurs branches ainsi qu'une puissance blindée capable d'affronter les divisions équipées de chars d'origine soviétique. Le désert, immense et brutal, allait devenir un terrain d'épreuve où seules les machines les mieux préparées et les équipages les plus disciplinés pourraient survivre à la violence des combats. L'arrivée du Challenger 1 marqua un tournant pour les Britanniques. Cette machine, héritière mécanique du célèbre Centurion, représentait le fruit d'années de développement commencées bien avant le déclenchement du conflit. Initialement destiné à un contrat avec l'Iran, ce char avait finalement été intégré aux forces britanniques lorsque le renversement politique de 1979 rendit l'accord caduc. Avec son blindage tribombe exceptionnellement résistant et son canon de 120 mm, il était prêt à affronter des adversaires redoutables, tels que les T-72 irakiens, réputés pour leur puissance de feu, mais bien moins efficaces face à une technologie occidentale moderne. Lorsque les premières unités britanniques furent déployées en Arabie Saoudite dans le cadre de l'opération baptisée Desert Shield, les ingénieurs s'appliquèrent à transformer le Challenger 1 en une machine adaptée au combat dans un environnement extrême. Le char reçut une protection réactive conçue pour encaisser les charges explosives, des systèmes de vision nocturne nécessaires pour les déplacements à travers la vaste étendue désertique, ainsi que divers dispositifs optimisés pour les températures élevées. Chaque ajustement avait pour but de garantir que l'équipage puisse manœuvrer avec précision au cœur d'un théâtre où la visibilité changeait constamment et où les formations ennemies pouvaient surgir à tout moment. Lorsque l'opération devint Desert Storm, les combats révélèrent que la réputation mitigée du Challenger 1, héritée d'anciennes compétitions techniques de l'OTAN, ne correspondait en rien à ses performances réelles sur le terrain. Les premiers engagements démontrèrent non seulement sa robustesse, mais également la précision étonnante de son canon, capable de détruire les blindés irakiens avant même qu'ils ne puissent répliquer. Les équipages britanniques, souvent confrontés à des forces numériquement supérieures, comprirent rapidement qu'ils disposaient d'un avantage déterminant. Le désert devenait ainsi le lieu d'une série de confrontations où la puissance et la discipline prenaient le pas sur le nombre. Alors que la progression de la coalition s'intensifiait, les unités britanniques participèrent à des opérations visant à repousser les formations blindées ennemies hors des zones stratégiques. Les témoignages rapportés au sein des divisions blindées confirmèrent que le Challenger 1 excellait dans les tirs précis malgré le terrain difficile. Il parvenait à maintenir une stabilité remarquable lors des déplacements rapides, permettant à ses équipages de riposter avant même que les T-72 ne puissent aligner leurs viseurs. Cette supériorité donna aux troupes britanniques une confiance renouvelée, renforçant l'idée que leur matériel était capable de dépasser les attentes les plus ambitieuses. La guerre du Golfe avançait rapidement vers son dénouement. Mais un moment décisif restait encore à venir. Un acte si improbable qu'il deviendrait immédiatement légendaire. L'exploit qui allait se dérouler ne serait ni un simple tir chanceux, ni un acte isolé. Il marquerait le sommet de la maîtrise, de la coordination et de l'audace d'un équipage qui ne savait pas encore que son nom deviendrait associé à un record mondial. À mesure que l'offensive terrestre prenait de l'ampleur, les unités blindées britanniques avancèrent profondément dans les secteurs où les forces irakiennes cherchaient à établir des lignes défensives improvisées. Les déplacements rapides des colonnes alliées forçaient l'ennemi à réagir dans la précipitation, ce qui créait un terrain favorable aux équipages d'expérimentés, capables de prendre l'initiative dès le premier contact. Les Challenger 1,
évoluant en formation cohérente, utilisaient la portée et la stabilité de leurs canons de 120 mm pour perturber les regroupements ennemis avant que ceux-ci ne puissent organiser une réponse structurée. Les rapports recueillis dans les heures suivant les engagements initiaux confirmaient que la puissance de pénétration des munitions britanniques traversait aisément les blindages des T-72, même lorsque ceux-ci tentaient d'utiliser des dunes ou des pentes naturelles pour masquer leur silhouette. Les conditions de combat rendaient chaque décision cruciale. Les chars alliés devaient progresser dans des zones où les distances pouvaient dépasser plusieurs kilomètres sans qu'aucune structure ne vienne briser la ligne de vue. Cette particularité offrait un avantage précieux aux équipages capables d'identifier des silhouettes à grande portée. Les Challenger 1 démontraient alors l'importance de leur optique évoluée, qui permettait d'obtenir une image suffisamment précise pour ajuster un tir bien au-delà des distances habituellement considérées comme exploitables pour la plupart des blindés modernes. Les commandants comprirent rapidement que leur matériel ouvrait des possibilités tactiques inédites dans un environnement où la vitesse de réaction déterminait bien souvent l'issue d'un duel. Les forces irakiennes, conscientes de la supériorité alliée, tentèrent à plusieurs reprises d'organiser des lignes de résistance à partir de positions dites sécurisées, conçues pour empêcher les blindés occidentaux d'approcher sans s'exposer à des tirs directs. Cependant, chaque tentative se heurta à la rigueur des manœuvres britanniques. Les régiments engagés avançaient selon un schéma où les chars de tête identifiaient les menaces potentielles, tandis que ceux disposés en retrait prenaient en charge les tirs de précision à longue distance. Cette organisation permit de neutraliser de nombreux T-72 avant même qu'ils n'opèrent un mouvement significatif. Plusieurs officiers rapportèrent que les équipages ennemis, frappés par la précision inattendue des tirs, hésitaient à maintenir leur position lorsque les premiers obus traversaient les dunes. La coopération avec les unités d'infanterie mécanisée contribua également à la progression rapide des forces britanniques. Les échanges d'informations se faisaient avec une fluidité rarement observée dans des opérations interarmées. Les véhicules de reconnaissance transmettaient constamment les coordonnées des positions adverses, ce qui permettait aux Challenger 1 d'ajuster leur trajectoire sans gaspiller de temps ni de munitions. Le désert, vaste et exposé, devenait ainsi un terrain où les forces alliées imposaient un rythme que l'ennemi ne parvenait pas à suivre. Les distances, autrefois considérées comme une protection, se transformaient en un handicap pour les T-72, incapables de rivaliser avec la précision des tirs britanniques. Plus la coalition avançait, plus la pression s'accentuait sur les forces irakiennes qui tentaient de retirer leurs unités blindées vers l'intérieur du pays. Certaines colonnes cherchaient refuge derrière des formations de sable ou se dispersaient pour éviter d'être repérées. Mais l'écart technologique et la maîtrise du terrain rendaient ces tentatives vaines. Les équipages britanniques étaient désormais convaincus que leurs chars ne se contentaient pas d'égaliser les chances face à un ennemi mieux placé numériquement. Il les dépassait nettement par sa capacité à engager et détruire à des portées qui, jusque-là, semblaient n'appartenir qu'à la théorie ou à des situations extrêmement rares. Les régiments avancèrent jusqu'au secteur où les confrontations devinrent plus intenses. L'environnement désertique changeait rapidement de configuration, créant des zones où les reliefs discrets offraient temporairement un abri aux blindés irakiens. Ce furent précisément ces espaces que les Challenger 1 prirent pour objectif. Grâce à une coordination exemplaire, les unités britanniques purent encercler plusieurs groupes ennemis, coupant leur voie de repli et réduisant leur capacité à manœuvrer. Les échanges de tirs, parfois étalés sur plusieurs minutes, démontraient la supériorité des équipages habitués à ajuster leurs tirs malgré la chaleur, la poussière et les mirages du désert. Les récits des soldats présents durant cette phase soulignent à quel point l'efficacité des Challenger 1 dépassait les attentes initiales. Les officiers, autrefois sceptiques à propos de leur comportement en conditions extrêmes, observaient maintenant une machine capable d'offrir une stabilité remarquable, même en pleine accélération. Les tireurs bénéficiaient d'un système de visée qui leur permettait de compenser les mouvements du char sans perdre la précision nécessaire pour atteindre des cibles éloignées. Ces observations contribuèrent à forger une nouvelle perception du matériel britannique, désormais considéré comme l'un des blindés les plus fiables engagés dans le conflit. À mesure que l'objectif final de la coalition approchait, l'ensemble des unités britanniques se rapprochèrent des zones où de nombreux blindés irakiens tentaient une dernière résistance. Les conditions étaient réunies pour que se produise un événement totalement imprévu. Un moment où tous les paramètres allaient converger vers un tir que personne n'imaginait possible. Entre les lignes,
Cette atmosphère était palpable. Les équipages ne se doutaient pas encore qu'ils allaient entrer dans un épisode historique qui dépasserait largement le cadre du conflit et marquerait la mémoire militaire mondiale. Lorsque les unités britanniques atteignirent les zones où les forces irakiennes tentaient encore de maintenir une organisation cohérente, l'atmosphère dans les rangs des équipages se chargea d'une tension nouvelle. Les opérations précédentes avaient permis d'observer le comportement des blindés adverses, mais les jours qui suivaient allaient confronter les Challengers un à un environnement où chaque élément du terrain pouvait dissimuler une menace inattendue. Les forces irakiennes, affaiblies mais toujours déterminées, se repliaient vers des zones où la visibilité diminuait légèrement à cause des ondulations du sol, créant des points d'ombre propices à des positions défensives. Dans ces secteurs, la moindre silhouette devenait un indice susceptible de trahir la présence d'un blindé prêt à tirer. Les équipages britanniques avançaient avec une vigilance accrue. Le désert, qui paraissait uniforme à distance, révélait à proximité une multitude de détails que seuls les observateurs les plus expérimentés pouvaient interpréter correctement. Les coordonnées transmises par les unités alliées traçaient une carte mouvante de positions potentielles, et il appartenait au commandant de char de décider du moment exact où engager l'ennemi. Chaque déplacement était accompagné d'une évaluation rapide du terrain, de la distance, de la lumière et de l'orientation du vent, autant de facteurs qui influençaient la trajectoire d'un tir à très longue portée. Les températures élevées accentuaient l'effet des mirages, rendant les contours des véhicules éloignés particulièrement difficiles à distinguer. Dans ce contexte exigeant, les Challenger 1 démontraient une capacité remarquable à conserver une posture offensive. Les équipages savaient qu'ils disposaient d'un matériel capable de cibler à des portées inhabituelles, mais aucun d'entre eux n'imaginait encore jusqu'où cette portée pouvait réellement s'étendre. Les échanges précédents avaient prouvé que les distances légèrement supérieures à celles prévues par les doctrines pouvaient être exploitées avec succès, mais tenter de toucher un blindé ennemi au-delà de plusieurs kilomètres restait considéré comme une idée audacieuse, relevant davantage de la théorie que d'une réalité opérationnelle. Pourtant, le déroulement imminent allait montrer que certaines limites n'existent que jusqu'au jour où elles sont dépassées. Les premiers signes de la présence adverse furent détectés par des mouvements de poussière soulevés à l'horizon. Les silhouettes demeuraient invisibles, mais l'expérience des chefs d'unité leur indiquait que des blindés irakiens tentaient probablement de se redéployer pour éviter un encerclement. Le commandement britannique ordonna alors aux chars de se placer en position d'observation étendue, laissant à chaque équipage le soin de scanner le terrain à l'aide des optiques les plus puissantes dont ils disposaient. Les minutes suivantes furent consacrées à un repérage méthodique, où chaque variation de couleur ou de forme pouvait suggérer une présence hostile. C'est dans ce moment particulier que l'un des équipages repéra ce qui ressemblait à un profil métallique très éloigné. La distance estimée dépassait largement les portées habituelles d'engagement. Les mirages rendaient l'image instable, mais les contours irréguliers trahissaient la silhouette d'un blindé immobile qui semblait croire à l'inaccessibilité de sa position. Pour le commandant britannique, l'obstacle était double. D'un côté, la portée extrême rendait la précision du tir incertaine. De l'autre, la position du char adverse offrait une occasion rare de porter un coup décisif à un élément blindé isolé. L'ordre fut donné d'évaluer la possibilité d'un tir, non pas dans l'idée de garantir un impact certain, mais pour déterminer si les paramètres permettaient une tentative raisonnable. Le tireur procéda à une série d'ajustements minutieux. Il analysa la densité de l'air, la température, les variations de lumière et l'effet du vent sur la trajectoire potentielle. Le canon fut stabilisé avec une précision extrême, tandis que le conducteur veillait à maintenir le char parfaitement immobile malgré les vibrations naturelles du moteur. L'équipage ressentait la gravité du moment, car tenter un tir à cette distance signifiait franchir un seuil que personne n'avait encore osé aborder en pleine opération. Les calculs prenaient quelques secondes seulement, mais dans l'habitacle, chaque respiration semblait prolonger l'attente. Lorsque le commandant valida la décision, une concentration absolue s'installa. Le silence dominait, uniquement troublé par les faibles bruits de l'électronique interne. L'instant avant le tir paraissait suspendu dans le temps. Le tireur effectua le dernier ajustement, puis pressa la détente avec une fermeté calculée.
Le recul du canon fit vibrer la structure entière du char. L'obus, lancé à une vitesse prodigieuse, s'engagea dans un trajet de plusieurs milliers de mètres où le moindre paramètre pouvait modifier son point d'impact. Aucun des membres d'équipage ne pouvait prédire l'issue. Mais tous savaient qu'ils venaient de tenter quelque chose que la doctrine militaire n'avait jamais envisagé comme réaliste. Les secondes qui suivirent semblèrent interminables. Le tireur scrutait l'optique avec une intensité presque douloureuse, cherchant à repérer le moindre signe sur la silhouette distante. Le commandant fixait le même point, attendant l'accomplissement ou l'échec de ce qui deviendrait peut-être un moment historique. Dans cette attente tendue, la poussière autour de la cible sembla soudain se soulever avec une force inhabituelle. Une lueur brève, presque étouffée par la distance, apparut un instant avant qu'une colonne sombre ne s'élève lentement. L'impact avait eu lieu. Le blindé irakien était touché. Aucun mot ne fut prononcé dans les premières secondes. L'équipage peinait à croire que ce qu'il venait de voir était réel. Le tir venait de parcourir une distance considérée comme irréalisable en combat réel. À cet instant, ils comprirent qu'ils venaient de dépasser une limite que personne n'imaginait franchissable. Ce n'était que le début d'un bouleversement qui allait secouer toutes les forces armées observant le conflit. La confirmation visuelle du tir provoqua un mouvement d'effervescence contrôlé dans plusieurs unités alliées stationnées à proximité. Les transmissions radio, saturées quelques secondes plus tôt par des messages techniques, furent soudain envahies de demandes provenant de véhicules et de postes d'observation, étonnés par ce qui venait d'être accompli. Les opérateurs, stupéfaits, tentaient de vérifier les coordonnées exactes de la position initiale du char britannique et de la cible irakienne afin de déterminer avec précision la distance parcourue par le projectile. Cette volonté de mesurer l'exploit venait d'un mélange d'incrédulité et de fascination, car l'idée qu'un tir de char puisse atteindre une telle portée bouleversait des décennies de doctrines établies. Les observateurs alliés situés plus loin confirmèrent rapidement la destruction complète du blindé irakien. Ils rapportèrent que l'appareil touché semblait avoir été pris par surprise, comme s'il n'avait jamais envisagé la possibilité d'être atteint à une distance qu'aucune unité mécanisée ne considérait comme menaçante. Les traces visibles suggéraient que la déflagration interne avait été immédiate, conséquence directe de la pénétration d'un obus conçu pour traverser le blindage le plus résistant. La scène, observée depuis plusieurs points d'appui, laissait peu de place au doute quant à la réussite de l'impact. Au quartier général tactique, les officiers, après avoir reçu les premiers comptes rendus, se réunirent en urgence pour analyser l'ampleur de ce qui venait de se produire. Les données initiales indiquaient une distance dépassant largement les portées théoriques admises pour ce modèle de canon. Les spécialistes de l'artillerie blindée étaient particulièrement intéressés par la trajectoire adoptée par l'obus, car celle-ci défiait les paramètres généralement retenus dans les simulations d'engagement. Les analystes percevaient que cet événement pourrait modifier la manière d'aborder les affrontements entre chars dans des environnements similaires, où la visibilité permettait d'exploiter pleinement les capacités optiques et balistiques. Dans le camp britannique, l'équipage impliqué dans l'action fut placé sous observation, non pas en tant que procédure disciplinaire, mais pour reconstituer avec précision la séquence ayant conduit au tir. Les commandants voulaient comprendre comment un simple calcul improvisé, effectué dans un contexte de tension extrême, avait pu aboutir à un résultat aussi spectaculaire. La coordination interne de l'équipage, la stabilité du char, la lecture du terrain et la capacité à anticiper les effets atmosphériques furent minutieusement passés en revue. Chacun s'accordait sur le fait que rien n'aurait pu réussir sans une synergie parfaite entre les membres du poste de combat. Parallèlement, les unités allemandes, américaines et françaises engagées dans d'autres secteurs commencèrent à commenter l'événement sur leur propre réseau opérationnel. Les discussions portaient sur l'évaluation technique du tir, mais aussi sur les implications symboliques. La capacité d'un blindé à atteindre une cible située à une distance aussi impressionnante renforçait l'image des forces alliées comme détentrices d'un avantage technologique décisif. Un tel exploit encourageait également les équipages à redoubler d'ambition dans l'utilisation maximale des capacités de leurs véhicules, tout en rappelant que la précision extrême exigeait un entraînement rigoureux et une parfaite connaissance du matériel. Au sein des forces irakiennes, la nouvelle se propagea rapidement.
Les unités blindées, déjà éprouvées par les pertes subies lors des engagements précédents, apprirent que l'une de leurs machines avait été détruite depuis une distance que leur propre système ne pouvait atteindre. Cette révélation augmenta la méfiance des équipages, qui commencèrent à éviter les zones dégagées, préférant se dissimuler derrière des structures naturelles ou artificielles. La peur d'un tir provenant de loin, sans avertissement, compliquait leur tentative d'organiser des positions de repli efficaces. Les stratèges irakiens furent obligés de revoir leur déploiement afin de limiter l'exposition de leurs chars dans des secteurs où ils ne bénéficiaient d'aucune couverture. Les discussions qui suivirent dans les rangs alliés mirent en lumière un élément crucial. L'exploit ne reposait pas uniquement sur la puissance mécanique du Challenger 1, mais surtout sur la capacité de son équipage à exploiter chaque outil mis à sa disposition. Le système de visée, bien que performant, n'était pas conçu pour un engagement à cette distance. Pourtant, la maîtrise des réglages, la compréhension intuitive des effets optiques et l'expérience accumulée durant les jours précédents avaient permis d'atteindre un niveau d'exactitude que personne n'avait anticipé. Certains officiers suggérèrent que cette combinaison exceptionnelle ne pourrait peut-être jamais être reproduite volontairement, car elle dépendait d'une conjonction rare de facteurs favorables. Les premières estimations de la distance exacte du tir commencèrent à circuler. Certains observateurs évoquaient environ 5100 mètres, tandis que d'autres estimaient la portée légèrement inférieure. Les divergences provenaient de la difficulté à mesurer précisément des positions dans un environnement désertique en constante transformation, mais tous s'accordaient sur le fait que l'engagement dépassait largement les capacités nominales du canon. Pour les historiens militaires présents au sein des équipes d'analyse, l'événement avait déjà un caractère exceptionnel, surpassant même les records précédemment établis durant les conflits du milieu du XXe siècle. Les membres de l'équipage, encore surpris par la portée de l'attention portée à leur action, furent invités à exposer en détail leurs ressentis pendant l'engagement. Leur récit souligna un élément frappant. Aucun d'entre eux ne considérait le tir comme un acte héroïque au moment où il fut effectué. Pour eux, il s'agissait simplement de neutraliser une menace repérée dans un secteur où une avance ennemie aurait pu ralentir la progression britannique. L'idée même de réaliser une performance historique ne leur traversa l'esprit qu'après avoir observé la réaction des unités environnantes. Alors que la progression alliée continuait vers les zones stratégiques encore tenues par les forces irakiennes, l'exploit accomplissait déjà une transition vers le statut de légende. Les transmissions de différents régiments mentionnaient ce tir comme un exemple de ce qui pouvait arriver lorsque la précision, le sang-froid et la technologie convergeaient au moment décisif. La portée incroyable de l'impact devenait un symbole de la supériorité totale que les forces alliées cherchaient à imposer lors de cette campagne. Pourtant, l'histoire de ce tir n'était pas encore entièrement écrite, car les conséquences de ce geste remarquable allaient bientôt dépasser le cadre tactique du champ de bataille. Alors que la nouvelle du tir extraordinaire continuait de circuler parmi les forces alliées, les opérations au sol poursuivaient leur progression vers les secteurs où les défenses irakiennes tentaient encore de maintenir une forme de cohésion. Les régiments britanniques, encouragés par la réussite de leurs équipages, redoublèrent d'efficacité et de méthode dans l'avancée qui suivit. Leur rôle dans les heures suivantes devint crucial, car ils furent déployés pour soutenir les unités américaines dans une vaste manœuvre destinée à briser les dernières concentrations blindées adverses avant que celles-ci ne puissent organiser un repli structuré vers le nord. La coordination entre les chars, les véhicules de reconnaissance et les infanteries mécanisées forma une architecture opérationnelle qui exploitait pleinement la mobilité supérieure de la coalition. Les positions irakiennes, affaiblies par les pertes accumulées au fil des jours, tentaient encore d'ériger des points de résistance sur les couloirs stratégiques. Certains éléments blindés, conscients qu'ils ne pourraient pas rivaliser dans mes duels frontaux, adoptèrent des tactiques d'embuscade en utilisant des creux naturels du terrain ou des débris laissés par les bombardements précédents. Malgré ces efforts, les unités britanniques identifièrent rapidement ces tentatives grâce à l'efficacité combinée des capteurs et des observateurs avancés. Les Challenger 1, placés dans des formations étudiées pour couvrir un maximum de zones, neutralisaient chaque poche de résistance avant qu'elle ne puisse perturber la progression générale. La bataille qui se déroula ensuite
confirma la supériorité écrasante des forces britanniques. Les affrontements les plus intenses eurent lieu lorsque les régiments engagés s'approchèrent d'une zone où plusieurs blindés irakiens avaient été regroupés dans l'espoir de ralentir l'avancée ennemie. Les T-72, bien que redoutés sur le papier, furent rapidement submergés par la cadence de tir et la précision des Challenger 1. Les équipages britanniques, forts de leur expérience accumulée et de la confiance renforcée par les événements récents, engagèrent les cibles avec une efficacité méthodique qui ne laissait aucune chance de riposte efficace. Cette phase de la campagne fut marquée par une opération majeure qui devint rapidement emblématique de la puissance blindée de la coalition. Dans ce secteur, les divisions alliées avancèrent sur un front particulièrement large, cherchant à encercler et désorganiser les unités adverses en limitant leurs possibilités de retrait. Les journées d'affrontement qui suivirent mirent en lumière l'importance d'un équipement fiable et d'équipages capables de réagir instantanément aux signaux transmis par le commandement. Les chars britanniques se distinguèrent par leur capacité à maintenir la pression tout en conservant une discipline remarquable dans la gestion des tirs, ce qui permit de minimiser les risques de pertes amies. Les statistiques recueillies à l'issue des combats révélèrent l'ampleur des destructions infligées aux blindés adverses. Les rapports indiquèrent que les unités britanniques avaient neutralisé plus de 300 véhicules irakiens, un chiffre qui reflétait non seulement la puissance mécanique de leurs chars, mais également l'expertise de leurs équipages. Aucun Challenger 1 ne fut perdu au cours de ces engagements, ce qui renforça l'idée que ce blindé représentait l'un des systèmes les plus fiables engagés dans le conflit. Ce contraste saisissant entre les pertes irakiennes et la préservation totale des véhicules britanniques devint un point central dans les discussions menées par les analystes militaires présents sur le théâtre d'opération. La portée historique du tir à plus de 3 miles refit surface lorsque les états-majors britanniques publièrent les premières estimations officielles concernant l'engagement remarquable réalisé quelques jours plus tôt. Les militaires confirmèrent que la distance franchie par l'obus dépassait les records établis durant les conflits du XXe siècle, y compris celui détenu par un engin anti-char allemand ayant détruit un blindé soviétique à une portée remarquable pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tir britannique s'inscrivait désormais au sommet de l'histoire des duels blindés, surpassant tous les exploits précédemment documentés. Cette reconnaissance renforça la réputation du Challenger 1 non seulement au sein de la coalition, mais aussi dans l'ensemble du monde militaire. Plusieurs analystes commencèrent à voir dans cet événement une démonstration des potentialités encore sous-estimées des blindés occidentaux lorsqu'ils étaient opérés par des équipages entraînés à exploiter au maximum leur système de visée. L'idée selon laquelle un char pouvait engager une cible située à une distance considérée jusqu'alors comme hors d'atteinte modifia en profondeur la perception des champs de bataille ouverts, en particulier dans les environnements désertiques. Les combats touchèrent à leur terme lorsque les forces irakiennes se retirèrent du territoire koweïtien, mettant fin à la phase active du conflit. Les unités britanniques, après avoir accompli leur mission avec une efficacité remarquable, commencèrent à restituer des comptes rendus détaillant chaque engagement, chaque manœuvre et chaque décision cruciale prise au cours de la campagne. Les récits des équipages, encore marqués par l'intensité des événements, évoquaient avec un mélange d'humilité et de fierté l'instant où l'un d'entre eux avait brisé toutes les limitations connues du combat blindé. Ainsi naquit la légende du tir à 3 miles, un acte qui, bien qu'effectué dans un contexte de guerre où les décisions se succédaient à un rythme effréné, devint rapidement une référence absolue dans l'histoire des blindés. Ce moment unique symbolisa à la fois la maîtrise technique, la précision et l'audace dont peuvent faire preuve des soldats confrontés à des circonstances extrêmes. L'exploit ne se limita pas à un simple record. Il devint un témoignage de ce que l'habileté humaine peut accomplir lorsqu'elle s'allie à une machine conçue pour offrir le meilleur d'elle-même. Si cette histoire vous a captivé, soutenez notre travail en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne et en partageant vos impressions dans les commentaires.